Pinson. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre. Un petit café, gentil, un petit café, ça peut pas faire de mal. Bon, tout va bien? Ouais, ça va, so far, so good. Ça va. Et vous-même? Plutôt pas mal. C'est vrai. Vous êtes suisse? Non, même pas. Ah, Je travaille pour la Suisse, mais on est tous parisiens. Vous êtes tous parisiens, en fait. C'est triché. Ouais, un petit peu. C'est bien, se fait de l'échange entre francophones. Faut que ça circule un peu. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Bon, le livre se passe bien. Il vient de sortir il y a quelques semaines. Oui, très bien. Oui, on est rentré, je sais pas combien de fois dans les listes best-sellers, donc Ah, formidable. Super. Je crois 5-6 fois, oui. Ah, génial. 5-6 fois dans l'Express, qui est la vraie liste. C'était 9e, donc c'est pas si mal. Donc les ventes vont bien. Oui, c'est toujours agréable quand ça se passe bien, ça vaut mieux que Faut que je m'en fiche un peu plus, mais bon. Oh bah, non, mais c'est mieux que le contraire, contraire, un petit peu quand même. Non, mais je préfère. Oui. ne serait-ce que pour mon éditeur et mon compte en banque, mais bon. On m'invite à déjeuner au Sénat pour la remise de prix à mon ami Jacques Julliard, et donc j'étais à la table du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc il y a une dame qui vient s'asseoir à côté, et pareil, je lui dis, écoutez, on est là, bon, c'est bête, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je suis ministre du Travail. Bon, je dis, écoutez, c'est Sylvie Pinel, mais j'ai aucune idée de qui c'est Sylvie Pinel. Et alors, je vous mens pas, c'est la blague du siècle. Il y en a une autre qui arrive, et je lui prends la main comme ça, je dis, au moins vous, on est tranquille, vous n'êtes pas ministre. Elle me regarde, je suis ministre des Français de l'étranger. Et c'était l'autre, putain, mais attends, les deux, je vous jure, sous la torture, je sais pas qui c'est. Et c'est pas une blague, ce que je dis. La deuxième, elle me dit, je suis ministre pas des Affaires étrangères, mais des Français de l'étranger. Quand elle s'appelle, je sais même pas son nom. Une blonde qui a un nom moitié anglais, moitié français. Oh, putain, le truc atroce. Vous publiez aux éditions Robert Laffont La plus belle histoire de la philosophie. N'est-ce pas un peu présomptueux comme titre? C'est le titre de la collection. Ah, enfin, vous n'y pouvez rien. J'y peux rien. C'est un titre de collection. Il y a eu La plus belle histoire des femmes avec, je crois, Michel Perrault, d'ailleurs, qui est une formidable historienne des femmes. Il y a La plus belle histoire du monde avec, je crois, Hubert Reeves. La plus belle histoire de la vie avec des biologistes comme Langanet. Donc c'est le titre de la collection. Et donc j'ai quelques collègues qui disent, mais ce qu'il est prétentieux, il écrit La plus belle histoire pour qui se prend. Mais c'est le titre de la collection. Qui sont cons, pardon. Ça met la barre haute quand même. Non, mais c'est tellement bête, quoi. Et c'est une collection. C'est Dominique Simonet qui avait créé cette collection qui s'appelait La plus belle histoire d'eux, puis après vous mettez le mot que vous voulez, bon. Et donc j'y suis pour rien. Voilà, c'est pas que j'ai pété les plombs, que je suis devenu plus prétentieux que d'habitude. La moyenne est respectée. Vous voilà dédouané. Luc Ferry, on vient de passer une heure ensemble, on vient d'enregistrer l'émission .oui pour un son. Vos impressions en sortant du studio? Vous êtes quelqu'un de charmant, donc tout ça se passe divinement. C'est ça que vous vouliez que je dise? C'est dit. Pas seulement. En termes de contenu d'échange. Non, c'était extrêmement sympathique. Donc je reviens quand vous voulez. Voilà. Un petit mot pour nos internautes pour leur parler de votre livre qui vient de sortir. Comment leur donner envie de le découvrir? Qu'en dire en quelques mots? Comment le présenter? Bon, d'abord, c'est tout petit et très facile à lire. Non, un peu plus de 300 pages quand même. Non, mais je parlais du prochain. Je voulais déjà vous demander un petit mot sur celui-ci, dont on a parlé dans l'émission, La plus belle histoire de la philosophie. Ça raconte l'histoire des grandes réponses, des 5 grandes réponses. Il y en a, à mon avis, que 5 qui ont été abordées à la question fondamentale de la philosophie, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Donc, contrairement à ce qu'on croit habituellement, ce qui est grandiose dans la philosophie, c'est pas les questions. La question est assez bête. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Bon, c'est pas tellement difficile à comprendre. Ce qui est vraiment grandiose, ce sont les réponses. Donc ce que j'ai essayé de décrire, c'est la manière dont les philosophes, les grandes philosophies, les grandes époques philosophiques ont répondu à cette question de manière d'ailleurs très différente au fil des âges, en commençant par la première grande réponse qu'on trouve déjà dans l'Odyssée d'Homère, qui est le premier texte jamais écrit en grec, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, et la réponse d'Homère, qui est la matrice de toute l'histoire de la philosophie à mes yeux, c'est que la vie bonne pour les mortels, c'est la vie en harmonie avec l'harmonie du monde. Voilà. Donc je commence par là, et puis je raconte les grandes réponses jusqu'à Nietzsche et Heidegger, c'est-à-dire jusqu'à la philosophie contemporaine. Pour un oui. Et étant donné que vous êtes un auteur très prolifique, vous avez déjà un nouveau livre en préparation ou déjà écrit? Oh non, il est déjà écrit sur le 15 mai, donc c'est un petit livre, mais c'est un petit livre auquel je tiens beaucoup, enfin qui m'a énormément passionné à écrire, qui est sur un sujet que je trouve absolument passionnant. Vous savez, on fait un bon livre, si tant est qu'on fasse un bon livre, quand le sujet est beaucoup plus important que soi. Et je pars du plus grand économiste du XXe siècle, qui s'appelait Joseph Schumpeter, et qui avait une idée, je trouve extraordinairement profonde, c'est que
la logique des sociétés modernes, la logique du capitalisme, vous allez comprendre tout de suite. C'est très profond, mais c'est extrêmement simple, comme toujours les grandes idées. La logique du capitalisme, c'est la logique de l'innovation permanente. Regardez par exemple nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos voitures. Et l'idée qu'avait Schumpeter, il appelait ça la destruction créatrice, c'est que le moteur de la croissance dans les sociétés modernes, c'est l'innovation. Parce que l'innovation, elle rend obsolète tout ce qui est ancien. Elle démode en permanence. Et donc on est obligé de changer de voiture, de changer d'ordinateur, de changer de télévision, que sais-je encore, de tout ce que vous voudrez, parce que non pas les anciens objets sont cassés, mais simplement parce qu'ils sont devenus obsolètes. Vous voyez, quand iPhone s'amuse à changer la connectique de l'iPhone 5, vous êtes obligé de racheter des chargeurs, etc. Et donc c'est la logique de l'innovation. Moi j'appelle ça plutôt l'innovation destructrice, parce que c'est pas la destruction qui est créatrice, c'est plutôt l'innovation qui rend obsolète ce qui est ancien. Et l'idée que j'ai dans ce livre, c'est que cette logique-là, du capitalisme moderne, c'est pas simplement la logique des téléphones portables, des ordinateurs ou des voitures, des objets techniques, mais c'est la logique aussi des mœurs, de la morale, de l'art. Par exemple, tout l'art contemporain est un art de l'innovation, destruction, mais aussi, par exemple, un sujet comme le mariage gay, c'eût été mais totalement inimaginable pour mes grands-parents, parce que l'innovation, destruction, ça fonctionne aussi dans le domaine de la morale, dans le domaine de la mode, évidemment, dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'information. La logique de l'information moderne, c'est une logique d'innovation permanente. Chaque matin, quand vous êtes à la radio, vous êtes obligé d'inventer quelque chose de nouveau. Si vous répétiez ce que vous aviez dit la veille, vous seriez mort simplement. Hein, si un grand journaliste